Ok. Alors, ça t'a pas échappé, mais depuis le début de cette formation, on revoit pas nécessairement tous les concepts de React, et ça pour deux raisons. La première, c'est que déjà, certains membres n'ont pas nécessairement du coup la nécessité de revoir toutes les bases, parce que ça, tu vois, ça freinerait énormément leur apprentissage. L'idée ici, c'est juste de coder ensemble le projet. Ça implique en fait que au fur et à mesure de ce projet, on voit en fait des tas et des tas d'exercices pratiques. C'est au fur et à mesure que tu vas pratiquer que tu vas finir par assimiler les choses. Donc volontairement, je vais te montrer comme ça. Volontairement, je t'indique pas, tu vois, par exemple, ici, pourquoi on utilise export default, pourquoi c'est une fonction, pourquoi il y a ce type de syntaxe, pourquoi est-ce qu'on est dans un return. Ici, on avait un composant, par exemple, element button. D'accord, je vais le reprendre. Pourquoi est-ce qu'on indique des variables plutôt en haut, enfin tu vois, à l'extérieur du return, etc. Comment ça se fait qu'on a la possibilité de faire plusieurs returns. Voilà, ça c'est des choses, par exemple, tiens, pourquoi on importe React, etc., etc. Voilà, donc ça c'est des choses que je ne reprends pas nécessairement. L'idée c'est que tu ne sois pas submergé d'informations. Moi je te conseille plutôt d'étudier la documentation ou de regarder des tutos ou des petites formations. Alors il y a de très bons formateurs qui font des vidéos sur les bases de React pour que tu puisses comprendre un petit peu la syntaxe, comprendre un petit peu certains éléments. Moi, ce que j'aime pas dans ce type de formation, c'est que du coup, tu apprends que du concept et quand tu es tout seul, bah, tu sais plus quoi faire, tu sais pas comment t'en sortir. Alors, j'imagine qu'on n'est pas tous pareils. Moi, par exemple, j'ai vraiment besoin dans mon apprentissage, donc je suis un autodidacte hein, pour information, j'ai vraiment besoin d'avoir les informations au moment où j'en ai besoin, c'est-à-dire j'ai pas besoin de savoir comment est-ce qu'on importe une image. Moi ce que j'ai besoin c'est de savoir comment est-ce qu'on l'importe dans un cas de figure très précis parce que c'est ça qui va me montrer et c'est ça qui va me faire comprendre pourquoi je fais les choses et comment on les fait, d'accord. Le fait de savoir que je peux, c'est ça que je voulais te dire, le fait de savoir que je peux le faire va faire que chez moi ça va déclencher derrière des recherches. C'est-à-dire si je me rappelle, si je me souviens que c'était possible d'importer une image dans un format très précis et de faire quelque chose de très précis, bah si je me rappelle plus à ce moment-là comment faire, tant pis, je vais rechercher en fait et du coup je vais devenir autonome. Donc en fait ici il faut pas, comment te dire, il faut pas chercher nécessairement à comprendre tous les concepts, il faut simplement reproduire. À la fin de cette formation, tu sauras créer un projet de A à Z. Par contre, tu seras pas encore, en tout cas nécessairement, tu seras pas nécessairement prêt à créer un projet tout seul, en tout cas de toute pièce. Il te faudra soit reproduire cette application tout seul, c'est-à-dire la faire avec moi, travailler avec moi et ensuite la faire tout seul, soit tenter un nouveau projet donc carrément partir sur une nouvelle charte graphique, etc. Et essayer de t'en sortir tout seul. Et si besoin, et moi je te conseille évidemment de le faire, c'est de t'assister du coup de la formation. C'est-à-dire dans un premier temps, tu la suis et tu le fais avec moi. Tu apprends plein de concepts, tu accumules tout, mais tu n'es pas capable de reproduire. Donc tu relances un premier projet, soit le même, soit un autre. Et dans ce cas-là, de manière ponctuelle, dès que tu te dis, bah, tiens, comment on faisait pour faire ci, bah tiens, je vais aller regarder la vidéo. Et hop, tu te fais une petite heure de formation et boum, ça va re-rentrer parce que tu seras en cas concret. Et au moment où tu auras le besoin d'apprendre la chose, bah, je pense que c'est là que tu vas vraiment l'intégrer au mieux. Bon, quoi qu'il en soit, ce que je cherche à te dire ici, c'est que c'est pas moi qui fera de toi un développeur, c'est vraiment toi-même. D'accord. C'est l'implication que tu vas donner à tout ça et à la suite de cette formation. Mon rôle ici, c'est de t'aider à entrer dans les concepts et à ouvrir ton esprit. D'accord. Donc, comme je te le disais, l'idée, c'est que si tu as compris qu'on pouvait faire des choses, bah, tu pourras apprendre et le reproduire en effectuant des recherches tout simplement selon ta propre initiative. Donc, d'accord, c'est en ce sens que la formation, pour moi, par la pratique, elle se révèle être le plus efficace. Si tu souhaites te lancer dans le métier de développeur, parce qu'encore une fois, on n'est pas tous dans le même cas de figure. Si tu souhaites te lancer dans le métier, soit en tant que freelance, soit en tant que salarié, peu importe, intégrer une équipe, intégrer une boîte, de toute façon, si tu te demandes quel sera pour toi le bon moment, donc je pense surtout à ceux qui évoquent, enfin ceux qui envisagent des reconversions professionnelles, il faut vraiment que tu te poses pas la question de savoir à quel moment, enfin quel sera le bon moment pour toi pour te détacher et créer tout ça. Ce qu'il faut que tu comprennes, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le bon moment il n'existe pas. Ce bon moment il n'existera jamais. Il faut simplement que tu crois suffisamment en toi pour oser te lancer.
Je m'explique. C'est pas parce que tu as fait une formation et que ça y est, tu sais coder des trucs, que c'est à peu près propre et que c'est carré, que tu peux te lancer dans le métier. En revanche, si tu te lances en freelance, ce que tu peux faire par exemple, c'est prendre que des missions qui correspondent à tes compétences. D'accord? Donc, si tu sais faire des sites vitrines, et là on est en train de faire une landing page, donc il y a quand même énormément de concepts, attention, qui sont réunis dans cette formation. C'est-à-dire que si tu arrives à reproduire, je sais pas, pendant 2-3 mois la formation, puis que tu arrives finalement à reproduire ce qu'on vient de faire tout seul, et qu'à la fin tu arrives à reprendre une charte graphique, donc tu vois, tu te télécharges un template ou une charte graphique, ou un modèle en JPEG tout simplement, et tu essayes de reprendre le truc toi-même. Si déjà tu es capable de faire ça, ça veut dire que le jour où un client vient te voir et te demande si tu peux lui faire un site vitrine ou juste t'as fait sur des landing pages par exemple, et ben, tu seras complètement capable de le faire. Donc évidemment il ne faudra pas sauter sur des grosses apps de furieux, mais en faisant ça, tu peux déjà te monter à ton compte, tu peux déjà faire des choses, tu comprends ce que je veux dire? Donc ne cherche pas et n'attends pas le bon moment. Le bon moment c'est quand tu te sens, donc il faut se lancer, ça c'est hyper important. Ok, j'ai fait un petit aparté là-dessus parce que on va commencer, si tu veux, à rentrer un petit peu dans la formation. Donc là dans cette vidéo on va coder cet espace que moi j'appellerais last product, c'est-à-dire les derniers produits. Bon, c'est un petit composant marketing, un petit composant publicitaire. On pourrait imaginer qu'on clique, bon ici on le fera pas parce qu'il n'y a vraiment pas de nécessité à aller plus loin que ça, mais l'idée c'est que tu vois, tu puisses par exemple cliquer sur le produit puis te rendre sur la page du produit ou te rendre sur l'application, etc. D'accord? Donc nous on va coder cette partie là. Et bien écoute, c'est parti. Ok, allez, je vais lancer donc mon application, je vais me rendre sur mon petit workspace ici. On va se mettre ici, on va déjà commencer par lancer notre terminal pour voir un petit peu où on s'est arrêté, parce que toi peut-être que tu vois les vidéos au fur et à mesure, mais bon moi voilà, il y a du temps qui se passe derrière, parce que j'ai des projets sur lesquels je dois travailler quand même. On va attendre que tout ça se lance. Je t'ai prévu une petite partie convertisseur. On va essayer de voir un petit peu comment on convertit des pixels avec des REM. Donc tu peux déjà commencer à te rendre à cette adresse. Tu vas voir, c'est intéressant. On va essayer de toucher un petit peu au fichier config de manière ponctuelle, juste pour t'expliquer le concept, pour que tu comprennes un petit peu comment on modifie et Tailwind et comment on réussit à apporter un peu plus de précision, parce que tu sais que jusqu'à présent au niveau du HeroTop on a quand même un petit peu survolé, tu vois, le truc. Ici on va essayer de rentrer dans quelque chose d'un peu plus précis, mais tu vas voir, comme je te l'indiquais, que ça va pas être ça va être délicat quand même, hein, d'accord? Donc on va quand même essayer d'arrondir les angles pour que ce soit propre. Ok, notre projet est lancé, donc on s'était arrêté ici, on va travailler à ce niveau là. Donc au niveau de notre code, on a une page qui s'appelle Homepage dans laquelle on a introduit HeroTop. Cette fois-ci, on va sortir maintenant, on va créer notre nouveau composant. C'est un composant que j'ai souhaité appeler Last Product. Donc on va le créer immédiatement. Donc on va aller dans nos composants, on va aller dans Marketing, puisque je considère que c'est un élément marketing de type section de page, d'accord? Donc dans les sections de page, on va indiquer Last product.js. Ok. On crée notre composant, React Functional Component. Ok, tout va bien. Ce composant-là, on va l'importer au niveau de Homepage à la suite, d'accord? Puisque dessous le héros, on va avoir notre composant de produit. Donc ici, on va l'importer dynamiquement. On va faire last pour last product. Ici, on va, boum, l'importer dynamiquement. On ferme ici notre balise, on sauvegarde, éventuellement ici on pourrait mettre un texte, hello, histoire de voir que tout est bien connecté. Ok, tout est connecté, on va démarrer. La première chose qu'on va faire le plus souvent possible, parce que on l'a créé pour, c'est plutôt que de se mettre dans un nœud comme ça vierge, on va utiliser notre composant container, d'accord? Donc je rappelle ici que tu vois, notre contenu, il prend toute la page, d'accord, de gauche à droite. Si j'écris un texte très long, mes lignes vont être sur toute la partie blanche ici. Nous, on va déjà se centrer sur notre container. La première chose qu'on va faire, donc là ici c'est assez rapide puisqu'on a déjà mis en place le truc, donc on va aller invoquer container au niveau de notre page last product. Ici encore une fois, importation dynamique, voilà, ça va très vite. La seule chose qu'on va faire, c'est que ici on va récupérer ça en balise ouvrante, balise fermante, pour pouvoir intégrer à l'intérieur le contenu. Je rappelle,
Je rappelle, donc en appuyant sur CTRL et en survolant le container, tu peux comme ça te rendre directement dans le container, dans le composant par exemple, plutôt que d'aller chercher dans ton architecture. Ici, on voit bien qu'on récupère child1. Child1, c'est ce qu'on met entre les balises, donc tout le contenu, voilà, d'accord. C'était juste pour te remémorer ce détail. Ok, ici on n'aura pas besoin nécessairement de ça, donc je le ferme. On se rend dans le projet et tu vois qu'on est venu se décaler à ce niveau-là et donc on est aligné à notre container. Donc si maintenant j'écris une valeur avec un texte long, on va se retrouver arrêté au niveau du bouton ici parce que ça matérialise le container. D'accord, les deux zones ici nous permettent de mieux l'intégrer puisque cette image est adaptée. Ok, pour l'instant tout va bien. On va commencer. À ce niveau-là, il y a une petite notion qu'il faut qu'on note dès maintenant, c'est que tu le vois ici, le container, d'accord, représente, alors je vais mettre un peu plus haut, ce sera plus simple pour tout le monde. On va prendre à peu près comme ça au pif, d'accord. Donc notre composant, notre container est représenté par ce que je viens de sélectionner, d'accord. Et on voit qu'ici on a une marge de chaque côté, d'accord. Donc ce bloc-là, il n'est pas conçu dans la maquette pour être sur les bords de l'écran. Donc nous, il va falloir évidemment qu'on respecte cette donnée. Ensuite, on aura des marges plus ou moins importantes à ce niveau-là, des marges plus ou moins importantes à ce niveau-là. Et nous, justement, ce que je te disais au début, on va essayer d'aller chercher ça avec précision. Si tu travailles avec Photoshop et si tu ne le travailles pas avec, ce n'est absolument pas grave. Mais si tu travailles avec Photoshop, je vais te livrer peut-être un tip que tu ne connais pas. L'idée, c'est d'aller, alors je ne sais plus comment ça marche, je te laisse chercher ici si vraiment ça t'intéresse. Je crois que c'est dans, alors ça ne sera pas fenêtre, ça doit être affichage. Allez, je le fais parce que je dis que je le fais pas, mais je le fais quand même. Alors du coup ici tu vois dans l'affichage tu affiches tes règles ou alors CTRL R, d'accord, ça te permet d'afficher les règles qu'il y a ici. Si tu appuies sur CTRL et deux points sur Windows, tu affiches ou tu masques les règles. Alors si tu n'en as pas, du coup en faisant ça tu ne feras rien. Alors c'est quoi l'idée? L'idée c'est de venir se mettre à ce niveau-là, ici, si tu veux apporter plus de précision à ton travail, tu vois, à ce niveau-là, c'est dur de sélectionner cette partie, tu es obligé de zoomer, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc tu utilises une règle à ce niveau-là, d'accord? Donc moi je vais quand même rafficher mes repères parce que j'en ai, donc tu vois que j'ai déjà mis un repère. Je vais en mettre un sur cette partie-là. Le fait de sélectionner va te donner une espèce de magnétisme en fait, et tu vas pouvoir poser le truc avec précision, voilà, d'accord? Ici je viens simplement de créer un deuxième repère, et en fait ça me permet, tu vois, même quand je suis pas zoomé, de réussir rapidement à sélectionner cette zone. Voilà, c'est un petit tips comme ça. À ce niveau-là, quand tu sélectionnes, tu te rends compte qu'il y a une hauteur de 78 pixels, d'accord, une largeur de 22 pixels, ok. Donc ici, ça te permet de savoir que globalement, il faut que tu aies une marge qui soit comprise aux alentours de 78 pixels, d'accord. Je te montre ça parce qu'on va de temps en temps venir pipeter un peu pour voir comment tout ça se situe, ok. Ok, on va retourner dans notre projet. Au niveau du container, on va déjà commencer à créer un premier nœud puisqu'on vient de le voir. Il va falloir qu'on mette une marge et un padding. Donc ici, on va créer notre premier nœud, div class name, ok. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est déjà matérialiser toute cette zone pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle. Donc on va faire un background. Maintenant, tu as l'habitude de ma façon de procéder. Ici, je vais me mettre en weight with full. Alors je le dis toujours un peu mal. Et puis 8, on va aller chercher une valeur encore une fois par défaut pour avoir un contenu, puis après on l'enlèvera, d'accord, comme d'habitude. Je vais réduire un peu ça. Ok, donc je viens ici, je me rends compte que mon élément s'est positionné, donc j'ai pas encore utilisé cette marge à ce niveau-là, d'accord, celle qu'on vient d'évoquer dans la maquette. Ok, allez, on continue. Alors, on va commencer par vouloir lui donner une marge haute et basse pour pouvoir espacer notre élément, tu vois, entre le hero top qu'il y a avant et cet élément qu'il y aura après, d'accord? Donc nous, l'idée, c'est de mettre une marge qui corresponde à peu près à 78 pixels. Donc on va regarder ça tout de suite et on va essayer de le faire comme ça quoi. Donc on va utiliser les marges, donc on utilise le M, et ici, il va falloir qu'on donne une valeur. Par exemple, margin, qu'est-ce qu'on va, vers quoi on va se tourner, alors c'est pas margin, pardon, excuse-moi, c'est margin Y dans le sens de la hauteur uniquement. On met une marge en haut, une marge en bas. Donc on va utiliser un MY qui serait, qui nous paraîtrait efficace. Allez, on va mettre 28. On va mettre 28 et on va voir un peu ce que ça donne.
D'accord? Donc ici, voilà, on a une marge haute, on a une marge basse. Bon, ici, on voit que c'est beaucoup trop. Nous, on a dit qu'on voulait à peu près 78 pixels. Quand je survole la classe, je me rends compte que c'est du 112 pixels ici qui est proposé avec un MY28. Je vais essayer de me rapprocher de la valeur, disons 20. Je fais un sauvegarde, hop. Ici, on serait sur du 80 pixels, d'accord? La maquette proposait, pour rappel, 78. Ok? Donc, moi, quand c'est comme ça, je préfère te le préciser, je reste à MY20, d'accord? Ça, je l'avais évoqué avec toi. Donc ici, on voit qu'on a une marge suffisante. Mais comment ça se passe si on a besoin d'aller chercher les 78 pixels? D'accord? Et donc c'est là qu'on va pouvoir évidemment travailler. Donc ici, on voit qu'on est à 80 pixels, donc il faudrait faire moins que MY20, si tu as suivi le raisonnement. Si je vais dans les MY, d'accord, j'ai la possibilité entre faire 16 ou 20. Donc le problème, c'est que j'ai la possibilité en fait de faire soit pas assez, soit trop, mais pas la valeur que je recherche. Alors pourquoi ça? Eh bien, on va regarder dans le fichier de Tailwind config. Ici, tu peux rechercher donc en faisant CTRL F, spacing. Le problème en faisant ça, c'est que je vais en trouver pas mal en fait. Alors du coup, je vais peut-être pas faire ça parce que je sais qu'il est, voilà, il était juste en haut, donc on va pas le rechercher du coup. À ce niveau-là, ici, on a toutes les valeurs qui sont utilisées pour les espaces. Donc ça sert à rien d'aller chercher padding ou margin, etc. dans ton fichier config, ça n'existe pas. On va utiliser des marges, des paddings, etc. en fonction de certaines valeurs qui sont également, elles, introduites. Donc tu vois, c'est des variables de variables. Donc ici, spacing, ça définit en fait ces fameux numéros qu'on utilise à chaque fois. On sait que à ce niveau-là, si on fait 16, ça correspond à 4M, si on fait, et donc c'est pas suffisant, si on fait 20, c'est légèrement trop. Mais on se rend compte que ça fait pas comme avec le, tu vois, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'y a pas une suite à ce niveau-là, d'accord? Mais nous, on peut la créer, c'est ce que je voulais te montrer dans cette introduction de vidéo. Donc à ce niveau-là, si par exemple, tu vois, tu peux aller chercher des valeurs décimales, c'est-à-dire que tu passes de 0 à 1, mais tu peux intégrer 0,5 avec, au lieu de faire un 0 et de passer à 25, de faire un 125. Voilà, ça te permet de faire des choses comme ça. Le problème ici, c'est qu'on parle en rem et on ne parle pas en pixels. D'accord? Donc comment est-ce qu'on peut traduire ça? Ben, tout simplement en utilisant ce fameux convertisseur que je t'ai proposé. Donc ici on était sur une valeur de 78 pixels, on sent bien que ça va être compliqué. D'accord? Donc ici il va falloir retrouver une valeur de 4,875 rem. Bon, c'est pas, moi je vais pas le faire, d'accord? On va rester sur du 80 pixels parce que ça n'a aucun intérêt de se prendre la tête à ce niveau-là. Tu vois, ici on est sur une valeur stable, 80 pixels. Ouais, c'est ça, donc 5 rem. Oups, alors je me suis un peu perdu. Donc une valeur de 5 rem, ici je retourne dans mon fichier config, on voit que la valeur de 5 rem c'est effectivement le 20. Alors moi je vais juste montrer un petit peu le processus, c'est-à-dire qu'ici on a 16, et ben on va CTRL C ça, et on va faire hop 16, 17, donc 18, 19, et donc on aura 20. Je vais juste faire un petit espace ici pour qu'on soit à l'aise pour travailler. Donc ici je vais renommer ça en 17, celui-là en 18, et celui-là en 19. Alors on évolue en général par tranche de 0,25, c'est-à-dire que ce chiffre est divisé par 4. Donc en gros ce que tu peux faire, c'est ici tu as 4M, donc ici tu vas chercher 4,25. De cette manière ici tu auras 4,50 et ici tu vas avoir 4,75. D'accord? Ici c'est un concept que je te montre. Donc en fait en faisant ça, tu as la possibilité d'initialiser dans ton application 17, 18 et 19. Encore une fois, je ne conseille pas de rentrer dans les choses comme ça parce que du coup, tu vas te retrouver avec des petits défauts. C'est-à-dire que des fois, tu auras 17, des fois, tu auras 19. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas suivre bêtement ce qu'a fait le graphiste. Alors là, c'est pas forcément évident, mais en fait, je te le précise ici, ce bouton, enfin ce titre-là, à la base, était légèrement plus haut. Tu vois, genre ici, il était par là à la base sur la maquette originale. Ce qui s'est passé, c'est que tu vois, typiquement, quand j'ai voulu te faire la vidéo, j'ai commencé à regarder et je me suis rendu compte qu'en dupliquant ça, je retombais pas sur la même chose en bas. Donc en gros, j'avais pas la même marge en haut qu'en bas. Alors que, voilà, donc moi je l'ai déplacé, mais alors qu'en fait, le truc c'était qu'il fallait qu'on ait la même marge. Donc c'est pour ça que je te disais que si tu viens chercher des informations, comme par exemple ici, je crois que c'était le cas. Donc ici, tu vois, tu as une valeur. Alors hop. Ah, tu vois, j'ai pas mis de repère, donc tu vois, c'est chiant. Je pourrais les mettre, tiens, parce qu'on va en avoir besoin. Hop, je mets mes deux repères. Ici, on a une première valeur, d'accord? Donc on a une valeur de
42 pixels. Et si je viens me mettre là, tu vois, j'ai 35. Alors qu'en réalité, ça aurait été plutôt logique d'avoir la même chose ici qu'ici. Et on le voit finalement, maintenant qu'on vient de le regarder, on se rend bien compte qu'ici, il y a plus d'espace que là. Et ça, c'est pas normal. Donc voilà, l'idée, c'est de pas trop recopier le truc. Moi, ici, ce que je te montre, c'est pas, je t'incite pas à être plus précis qu'il le faut. Je te montre juste comment est-ce qu'on peut paramétrer ce fameux fichier et voir comment ça se passe au niveau de notre vue. Étant donné qu'on vient de toucher un fichier de configuration, ici, je vais tout simplement kill mon serveur, tu sais comment ça marche, et relancer. npm start. Ok, donc notre serveur est relancé. Je vais retourner dans l'AsProduct et plutôt que de faire M16, je vais essayer d'aller chercher un M19, tu vois, par exemple. Donc ici, je vois bien en faisant MY que j'ai d'un coup, j'ai la valeur 16, donc, et maintenant j'ai la valeur 17, 18, 19 et 20. Donc si je fais un margin Y19, je me rends bien compte qu'on est sur du 76 pixels. Tu le vois ici en commentaire, 475. Alors c'est pas aussi précis, mais on aurait très bien pu donner avec précision la valeur des REM qu'on avait ressorti dans notre tableau, d'accord? C'est juste que moi j'essaie de faire des choses un peu logiques et je me voyais pas faire une valeur qui en fait n'existe vraiment pas dans tout notre projet. Mais ici tu vois bien qu'on a une valeur de 0,375 REM par exemple, ici tu as 625, d'accord? Donc c'est des choses qui sont possibles si tu souhaites affiner chaque paramètre. Ça c'est possible via Tailwind Config. Alors Tailwind Config, je pense pas qu'on y reviendra, ou alors ça sera vraiment une petite touche ponctuelle au niveau de notre formation. Mais voilà, tu as compris comment ça fonctionne. Le fait de générer un fichier full comme ça, comme on l'a fait au début, te permet vraiment d'avoir plein de données. Voilà comment est-ce que tu peux aller incruster des valeurs. Et puis voilà comment tu peux modifier et puis implémenter un petit peu plus ce fichier pour l'adapter à ta situation. Ok, je vais fermer cette configuration. Je vais donc fermer cet aparté. Ici, on va avoir la possibilité, donc surtout d'utiliser MY20. Je préfère parce que moi, les paddings, les margines de 20, je les mets souvent et donc pour que ce soit uniforme, je préfère utiliser ça, d'accord? Ok. Maintenant qu'on a fait ce petit point, je te rappelle que ce qu'on a besoin de faire à partir de maintenant, ça va être de inclure une petite marge sur la gauche, parce qu'ici pour l'instant notre conteneur il prend toute cette valeur là. Alors pour le matérialiser, je vais créer donc un prochain nœud, d'accord? Celui-là je vais lui indiquer un background, donc je vais utiliser une autre couleur pour se différencier. Ici, je vais tout simplement lui indiquer comme d'habitude un weight full, même si par définitif une div prend toute la largeur. C'est des choses que je fais un peu de manière naturelle, mais bon. C'est surtout pour le height full qui nous importe, puisqu'il va se mettre à hauteur 100% de 96. L'idée, c'est tout simplement de matérialiser la zone par une deuxième couleur. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va justement pouvoir travailler correctement. Donc cette fois-ci, à la place de donner un margin sur la hauteur, on va inclure un padding sur la largeur. Donc on va utiliser padding, mais on va surtout utiliser X pour l'axe des X. Donc cette fois-ci, on va mettre un PX11 à peu près pour se rapprocher de ce qu'on recherche, d'accord? Et donc cette valeur-là, tu vois, elle est définie, donc du coup par ce nouveau carré, ça va être notre nouveau nœud, notre nouveau conteneur, c'est à l'intérieur qu'on va travailler. De cette manière, on aura une marge de chaque côté. Alors il y a de grandes chances que tu connaisses ce genre de choses si tu codes en React, enfin si tu fais une formation surtout sur React, parce qu'évidemment, je pars du principe que tu as des bases HTML, CSS, etc. Ici, ce que je te montre, c'est pas nécessairement un cours pour débutants, donc ne le prends pas mal si tu as déjà les infos. L'idée, c'est vraiment de te montrer comment est-ce qu'on va travailler avec Tailwind et à quels moyens, quels moyens on a pour aller à l'essentiel, d'accord? Tout simplement. Donc ici, en fait, on a représenté ce composant ici de bout en bout, c'est-à-dire qu'on a la marge sur les côtés, on a la marge sur le haut et sur le bas. Parfait. On va pouvoir travailler et incruster nos trois éléments. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Ici, on va utiliser des grilles et en plus, on a un exercice qui est assez sympathique puisque il va falloir qu'on fasse une grille avec une grosse partie et deux petites. Alors juste pour te montrer un petit peu comment marche une grille,
avec une grille, alors même si tu connais, encore une fois, on va le voir avec Tailwind. Ici, la grille, d'accord, c'est une grille de 2 colonnes. La première colonne qui se situe là, la deuxième colonne qui se situe là, et c'est une grille de 2 lignes. La première ligne qui est là, la deuxième ligne qui est là, d'accord. Donc on parle de colonne, call et row, ok, pour les lignes. Ce qui est bizarre tout de suite, et j'imagine que tu le constates, c'est que ici on a une image qui va prendre une colonne. D'accord, donc au même titre que celle-là, prendra une colonne aussi. Par contre, celle-ci prend 2 lignes. Et c'est là où on va voir qu'avec Tailwind, c'est vraiment hyper rapide et efficace à mettre en place. Et bien allez, c'est parti, on le matérialise avec des petits backgrounds, et puis après on viendra peaufiner tout ça pour mettre du texte, des rounded, et puis on sera pas mal. Allez, c'est parti. Ok, alors, dans notre code, on a dit qu'on allait travailler à ce niveau-là, d'accord? Je vais garder les couleurs, ici, pour l'instant, pour qu'on ait une base sur laquelle bosser. Simplement, je vais partir sur des niveaux de gris, d'accord. Donc je vais partir sur un 900 ici pour que ça se distingue. Pardon, je vais partir sur ça. On s'en fout, hein. Ici c'est juste pour matérialiser une vue puisque je vais utiliser des yellow pour les carrés. Alors ici, on a donc, si tu as suivi, trois comment dirais-je, trois rectangles. Ici, ça, c'est un nœud, pardon, je t'ai dit une connerie. Ici, c'est un nœud qui nous a permis de matérialiser l'espace du contenu qu'on allait utiliser, d'accord? Donc, ouais, excuse-moi, je t'embrouille peut-être, mais là, ici, non, on le supprime. Ça y est, on a notre conteneur, et lui, il définit nos marges, nos paddings, d'accord? Donc, on va partir ici, on sait qu'on a 3 carrés, donc on crée 3 nœuds, d'accord? Donc ici, on va faire un background yellow 400. Ok, et là, petit CTRL-C, CTRL-V, histoire d'aller plus vite. À ce niveau-là, on va faire un 500. Et ici, un 600. D'accord? Comme ça, on a 3 carrés. On sait que ça marche. D'accord? Au niveau de ces carrés, comme d'habitude, ici, bah, tu vois, pour le coup, cette fois-ci, on ne va pas définir de with full parce qu'une div est full par définition. Donc, à ce niveau-là, on a nos 3 carrés. Donc, comme je te l'ai dit, on n'a pas défini que c'était un with full. Ça marche aussi. Par contre, le 8, il faut le signaler. Donc ici, c'est un 8 full par rapport à son parent, soit le composant gris. Donc il nous fait 3 fois le composant. C'est la raison pour laquelle on sort du gris. Attention, ici, de ne pas t'alerter pour ce genre de choses. C'est plutôt classique, mais ça ne nous intéresse pas. Alors comment est-ce qu'on va faire en sorte que ces carrés soient alignés de manière logique en termes de grille? On va aller dans la référence de Tailwind, dans la documentation plutôt, pardon. On va chercher des grids. Alors moi, ce que je voulais te montrer, c'est surtout que ici, tu vois, sur le côté, tu as des sections. Donc ici, la grid appartient au Flexbox. Moi, ça m'a gêné un peu à la prise en main. Des fois, je regardais un peu la doc. Des fois, j'étais dans des grilles et je me disais, mais je comprends pas pourquoi on parle de ça. Et puis, en fait, voilà, c'est un peu mélangé. Donc, ici, c'est les flexbox et les grids, mais tu peux les matérialiser ici, tu vois, par les grids, d'accord? Donc, si par exemple, tu prends grid template, ici, elle est en survol rapidement. Si tu donnes la classe grid call 1 jusqu'à grid call 12, eh ben, tu es capable de faire des grilles. Voilà. Ici, tu vois cet exemple à ce niveau-là. Donc, ici, on part du principe qu'il y a les 7 autres nœuds. Donc ici, tu indiques un nœud par an, et ensuite tu mets tous les enfants, donc sous-entendu nos cubes, hein, nos rectangles, ceux qu'on est en train de créer. Si tu indiques la classe grid, tu crées une grid. Si tu indiques la classe grid-call-3, tu indiques à ce parent qui doit diviser donc tout son contenu en 3 colonnes. C'est la raison pour laquelle ici on a 3 colonnes. Ici, on utilise gap, mais on le verra à la fin. Le gap 4, ça te permet de faire un espace, ok? Un espace qui va être compris à l'intérieur de cette grille. Alors, c'est souvent chiant quand tu fais des centrages un peu comme ça, parce que du coup, tu mets des margines, tu mets des paddings. Le problème, c'est que tu te retrouves avec des margines et des paddings sur les côtés. Non, ici, le gap, il s'occupe justement pour toi de te mettre la bonne dimension au centre de ta grille pour que tu puisses être aligné à ton container à l'origine. Bon. T'en fais pas, on va le voir par la suite. Donc ici, l'idée, c'est de mettre une grille de tant de colonnes, et pour l'instant, on n'utilisera pas le gap. Nous, on va juste se concentrer sur la grid et sur le nombre de colonnes. Alors, sur notre maquette, on a dit qu'on avait 2 colonnes. Donc on va indiquer à notre div parent, celle qui englobe les 3 nœuds, et on va lui indiquer grid call 2. D'accord? Ici, c'est vraiment très simple. Donc on va prendre notre parent, on va se mettre là, tiens, ici. Non, moi j'aime bien préfère le mettre ici plutôt en début de... Alors, grid
grid ici, on va aller chercher call, et on va donc dire 2. Alors, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait ça. Ici, on a 2 colonnes, et donc il a dispatché notre ensemble dans la colonne. Donc, étant donné qu'on est sur un nombre impair et qu'on a 2 colonnes, évidemment, ça crée un bloc vide. Si tu vois, par exemple, et c'est ça l'intérêt des grilles, c'est qu'en général, tu sais pas ce que t'importe. En général, tu vas chercher les données d'une base de données et il faut que tu les mettes en forme. Donc, si c'est un chiffre pair, impair, bah, faut que tu arrives dans ton code à le mettre correctement, hein, d'accord? Donc si par exemple ici, allez, juste pour l'exemple, je rajoute un bloc red, voilà, ça te le met en forme, d'accord? Donc ça te permet de voilà, répartir ton espace selon une grille de tableau, ok? Jusqu'ici, tout va bien. Alors, je vais revenir à mon projet initial, c'est-à-dire uniquement avoir 3 nœuds, ok? Donc à ce niveau-là, on a un souci. Évidemment, c'est qu'on souhaiterait qu'il y ait 2 nœuds côte à côte et un nœud qui prenne la valeur des 2 lignes finalement. Et bien c'est texto ce que je viens de dire qu'on va faire. Donc on va aller voir dans Tailwind une notion de grid row, d'accord? Donc cette fois-ci, c'est pas grid call, c'est grid row, d'accord? Ici, tu as la possibilité, tu vois, d'indiquer le nombre de lignes au même titre qu'on a indiqué le nombre de colonnes. Tout à l'heure, on a mis grid call 2, mais on peut également indiquer combien on va avoir de grilles. D'accord? La petite nuance, c'est que tu vas pouvoir indiquer un row span. Ça marche aussi pour la colonne, donc sache-le. Mais ici, on va travailler sur les lignes. On va utiliser un row span et indiquer combien de lignes ce nœud-là doit comporter. Exemple typique, on a le numéro 1, le nœud 1, puis le 2, puis le 3. 1, 2, 3. Ici, on va indiquer que le 1 doit prendre 3 lignes. D'accord? Donc eux, ils sont partis du principe qu'ici, c'est un tableau de 3 lignes. Là, en fait, la ligne est matérialisée par le 2. Une ligne, puis 2 lignes, puis 3 lignes. Donc le 3 prend 2 lignes, le 1 prend 3 lignes, le 2 prend une seule ligne. Je ne sais pas si c'était très clair, mais en tout cas, voilà, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc l'idée ici, c'est simplement d'indiquer à notre nœud le nombre de lignes qu'il va prendre. Mais pour ça, il faut quand même, à un moment donné, définir à ta grille combien elle a de lignes. Donc là, c'est très simple. On va venir se mettre à ce niveau-là et on va indiquer grid row, d'accord, 2, puisqu'on a 2 lignes au pluriel, rows. Donc ici, et col aussi, hein, attention. Donc ici, à ce niveau-là, on va juste indiquer à notre nœud principal, c'est-à-dire le premier, celui qui est en yellow 400, et ben on va tout simplement lui définir la classe rowSpan2. D'accord? Donc ici, on va simplement lui dire, ici, tu dois prendre au singulier row 2 span. On va juste appuyer sur, CTRL S, et voir ce qui se passe. Et ben voilà ce qui se passe. On va prendre 2 lignes sur cette colonne, sur cet élément-là, et ensuite on va redispatcher les autres éléments. Donc tu vois qu'on est arrivé à un résultat quand même hyper rapidement, quoi. Ici, encore une fois, c'est un bel exercice pratique pour toi, à condition que tu le pratiques plusieurs fois et que tu essayes de faire différentes formes. Vraiment, là, tu as de quoi t'amuser un petit moment pour essayer de voir un petit peu les combinaisons qui existent. Encore une fois, la documentation va vraiment bien t'aider. Tu vois que c'est ultra bien référencé, quoi. Alors, on a dit qu'on laissait tomber la notion de gap. Bah, on va la voir maintenant. D'ailleurs, tiens, est-ce qu'on n'irait pas faire un tour ici sur gap? Alors, gap, il était là, de toute façon, pas besoin de le chercher. Donc ici, tu as la notion de gap. Il faut juste comprendre que comme les marges et les paddings, si tu indiques un gap, tu indiques un gap X et Y sur les deux axes. Si tu indiques l'axe, eh ben, tu joues que sur le bon axe. Donc ici, nous, on va prendre, on va donner un gap sur les X et un gap sur les Y. Je vais te montrer tout de suite. Donc ici, on va indiquer un gap X de 9 à peu près. Alors c'est à peu près ce qui correspond à la maquette, hein. C'est pour ça on essaie de plus trop switcher de vue parce que sinon on perd trop de temps. Mais ici l'idée c'est de faire un gap X9 à peu près, hein, toujours pareil. Et tu vois que ça nous a créé un espace. Alors attention, là c'est matérialisé en gris, mais ça n'a pas fait d'espace sur les côtés. Je rappelle que ça l'a centré au centre de notre grille, d'accord? Et c'est l'intérêt, c'est-à-dire que ici du coup, ça nous a permis de conserver notre padding initial, d'accord? Ici. Comme ça, on peut le matérialiser à la base et ensuite se concentrer sur ce qu'il va y avoir au centre sans forcément casser la vue et ce qu'on avait demandé de faire, d'accord? On a le bon padding entre ce coin-là et ce coin-là parce que c'est ce qu'on demandait dans la maquette. Donc ici, ça nous a simplement
simplement créer un gap sur la valeur X. Du coup, on a un espace entre les deux colonnes, d'accord? Le gap crée un espace entre les colonnes et les lignes. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé comme ça, mais c'était peut-être plus simple. Alors du coup, on va avoir la possibilité également de faire un gap Y, et donc contrairement à la maquette, cette fois-ci, nous, on va aller chercher le même, histoire d'avoir quelque chose d'homogène. En faisant ça, je me retrouve avec un espace entre chaque élément. Alors maintenant qu'on en est là et que tu as bien situé notre travail, je vais t'enlever le fond gris pour qu'on puisse commencer à intégrer un petit peu les choses et être dans un environnement un peu propre et joli. Donc ici je vais simplement voilà, enlever mon background gray, et à ce niveau là je me rends compte d'une première chose qui va être assez importante par rapport à la maquette, c'est qu'ici on demande un petit rounded ici, tu vois, d'accord? Donc ici rounded on a déjà utilisé, c'est un radius, d'accord? Donc ça va nous donner la possibilité, si je viens me mettre dans les trois éléments comme ça, je vais indiquer rounded, alors je sais pas, on va aller chercher MD, puis ça paraissait cohérent par rapport à la maquette. Voilà, de cette manière, tu vois, tu as un angle arrondi. D'accord? Donc ici, on reprend vraiment les choses petit à petit. Donc tu vois, je parle beaucoup, on prend le temps de le faire, mais n'empêche que ça, quand tu le maîtrises, voilà, ça te prend 5 minutes, c'est quand même assez efficace. D'accord? Allez, c'est parti, je te propose de tout passer en jaune, parce que tu sais que une image c'est long à télécharger. Alors tu peux les optimiser, il y a pas mal de choses, on va pas survoler l'optimisation des images ici, mais en tout cas l'idée c'est de se dire une image ça ne se télécharge pas comme ça sur un site web. Par moment c'est comment te dire, un petit peu plus long que d'autres en fonction de ta connexion, en fonction de plein de critères. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des images qui sont relativement proche de ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on va pas aller prendre du 1920, tu vois, sur tout l'écran pour afficher une petite image ici, on va prendre quelque chose de similaire à cette taille pour juste l'optimiser dans un premier temps, d'accord, mais dans un deuxième temps, surtout ce qu'on va faire principalement, c'est qu'on va conserver une couleur derrière, c'est-à-dire que le temps que l'image soit téléchargée, des fois c'est un cinquième de seconde, mais ça se voit en fait. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver une couleur. Comme ça, en fait, l'espace sera défini. Et ça, c'est une nouvelle façon de travailler. C'est-à-dire que plutôt que de pas définir les dimensions, c'est pour ça aussi que je travaille comme ça, moi, que je définis les choses avec des couleurs et qu'ensuite je pose les images, je pose les éléments. Ça te permet en fait d'avoir des choses qui sont déjà qui ont déjà des tailles supposées être intéressantes. C'est-à-dire que si ton image se charge un dixième de seconde trop tard, en fait tu vas avoir ton contenu qui va se basculer. C'est-à-dire qu'au moment où l'image va arriver, boum, le conteneur va s'agrandir et en fait la vue de l'utilisateur, l'écran va changer. Ça c'est quelque chose qui est mal, tout simplement. Il faut pas faire ça et Google t'enlève des points dans les notions de référencement au niveau de ton optimisation si tu fais ça, d'accord? Donc l'idée c'est d'avoir un contenu qui soit à peu près défini et dedans on va venir glisser une image. De cette manière en fait la vue ne casse pas tant qu'on n'a pas fini d'importer l'image. Voilà, d'accord? Donc à ce niveau-là, on va déjà commencer par intégrer les premiers éléments, disons, les plus faciles à introduire, c'est-à-dire le texte. D'accord? Donc dans un premier temps, on introduit le texte, ensuite on met les images, et puis après on voit comment on intègre tout ça dans notre nouveau composant qui est, ma foi, bientôt terminé. Alors, dans notre projet, on va commencer par, avec CTRL, tu vois, sélectionner l'intérieur de tous les nœuds et appuyer sur Entrée. De cette manière, on va pouvoir indenter et travailler à l'intérieur. Donc, la première chose qu'on va avoir, c'est du texte. Donc là, je vais commencer un petit peu à l'écrire. Ici, je vais appeler ce burger le Killer Burger. Ici, on va l'appeler Iceland Burger. Hop. Ici, on va l'appeler Orlando's Burger. Allez hop, Orlando's Burger. Donc ensuite, on a une information. Par exemple ici, burger le plus populaire. Ici, on a une information plus de plaisir. Et on a une seconde information, plus de goût. Ici, on a une information frais et pimenté. D'accord, j'ai juste pris mes aises. Clairement, j'ai ajouté un nom au burger, mais voilà, l'idée c'était de ne pas avoir essayer le aujourd'hui à chaque fois, quoi.
Ok. Alors on va voir plusieurs choses. C'est que d'ores et déjà, on va avoir un bloc de texte, donc on sait qu'on va devoir mettre ça dans un conteneur, et on sait que chaque texte pardon, va avoir un style différent. Ici, on va avoir un type, ici on aura un autre type, donc ici on va mettre ça tout simplement dans des conteneurs. Pour aller plus vite, tu vois, je vais cliquer hop, sur CTRL, je vais me mettre au début de chaque élément, comme ça, et je vais rédiger une span avec un class name pour te montrer d'autres façons de travailler. Hein. Des fois, on oublie de faire ça, et donc du coup, voilà. Et donc, en fait, les éléments qu'il va y avoir en bas, donc ici, j'appuie sur Shift et avec ma flèche, je viens capturer le span. Ici, j'appuie sur CTRL X pour couper à ce niveau-là. Et avec ma flèche, je vais venir me rendre... Alors non, ouais, c'est vrai que ça va pas ça va pas être efficace comme ça. Allez, on va pas le faire. On va juste se mettre comme ça et on va faire notre span. Ok, de cette manière, voilà, on a enquillé ça dans des spans et on va pouvoir donner des informations sur les différents types de textes. Alors, au même titre, ici, on va rentrer ça dans un nœud. Donc ici, ça sera une div par exemple, div class name. Voilà, comme ça, on pourra travailler cet élément de texte de manière structurée. Et puis ensuite, on aura des spans qui viendront détailler le style en fait de ces fameux textes. Donc ici, pareil, d'accord. Je vais reproduire la même chose. Tac, on va faire ça comme ça. Ok, on est bien. Voilà. Bah écoute, on va faire la même chose pour celui-là. Donc, div class name. Voilà. Comme ça, on a des éléments. On peut déjà regarder un petit peu où on en est. L'idée ici, voilà, c'était de faire ça. Donc, comme on n'a rien schématisé, enfin, on n'a rien stylisé, du coup, on a des informations comme ça. Alors, la première chose qu'on sait, c'est que le nom du burger ici, on aurait voulu qu'il soit en élément bloquant. Également pour celui-là, plus de plaisir pour que plus de coups se retrouve lui aussi, tu vois, dessous, parce qu'on a voilà cet effet de texte, voilà, qui crée un petit peu le style. Alors là ici, on va le faire tout de suite. Donc nos éléments à ce niveau-là de titre vont avoir un élément bloc, d'accord. Est-ce qu'on peut donner ouais, on peut déjà commencer par faire du font. On va faire du font bold, tiens. Ça, on va avancer un peu. On va faire du font bold. Et puis, il va y avoir une notion de taille si on est sur un texte qui sera moins gros que la phrase. Donc, on va donner du texte LG histoire de se rapprocher de quelque chose. Ok, donc voilà, on a quelque chose de gras. On a quelque chose qui revient à la ligne. Et quelque chose de, bah, du coup, voilà, qui est dimensionné, disons. On fait pareil pour les autres, à la différence que plus de plaisir, il va falloir lui ajouter un bloc, on avait dit, qu'on n'oublie pas. Donc à ce niveau-là, on va ajouter un bloc tout de suite, comme ça on le sait. Et puis alors après, hop, je vais me mettre à ce niveau-là, d'accord, à chaque fois que j'ai un texte. Ici, on va se mettre en texte de XL, donc texte de XL. Et on va partir sur un bold le plus important qu'on puisse avoir, c'est-à-dire font black. On va sauvegarder et puis on va juste voir ce qui se passe. Ici, on a fait une connerie, j'imagine. Ah oui, pardon. Hop. Il n'a pas pris la classe du coup. Voilà, on a ça. Alors ensuite, on voit dans la maquette qu'on va avoir un petit padding, d'accord, au niveau du container. D'accord, le container ici, il a un petit padding haut et droit, donc on va utiliser uniquement P pour indiquer un padding régulier de partout. Et on va aller chercher quelque chose de similaire à ce qu'on a là, quoi. Ok, allez, c'est parti. Donc à chaque fois qu'on a un nœud, donc qui définit en fait, qui est pour l'instant défini par une couleur, ça nous aide à y voir plus clair. À ce niveau-là, on va indiquer un padding de entre 7, 10, allez 7. On va faire un padding de 7. Donc je te montre pas par des backgrounds pour le matérialiser ici. L'idée c'est vraiment de, voilà, t'as compris. D'accord. Donc ici, bah si je peux faire ça, tiens. Ici tu vois, hop, tu vois la partie sur les côtés là. D'accord. Donc ça c'est le padding qu'on vient d'ajouter. Ça nous permet de se décaler par rapport à tout ça. Ok, donc il y a une chose qu'on remarque, c'est qu'on n'a pas la bonne couleur. Également, petite
Ici, on voit qu'on est tout en majuscule, donc c'est ce qu'on va faire nous aussi. On va se mettre en blanc et en majuscule. Alors pour faire ça, cette fois-ci, on va pas mettre des informations ici. On va tout simplement prendre la div parente, la plus haute ici, et on va définir, puisque on est dans un cas de figure où il n'y a aucun type d'autre couleur pour les textes, on va indiquer text white et uppercase. Bon, évidemment, on n'aurait pas fait ça s'il y avait d'autres formats de texte à l'intérieur. En tout cas, là, c'est pas le cas. Ok, donc ça nous permet comme ça, tu vois, de venir positionner le texte tranquillement, sans lui prendre la tête, de manière assez rapide. Et bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Importer ces images et travailler dessus. Alors, si, encore une fois, tu as envie de travailler avec la maquette avec moi sur le Photoshop, hein, sinon tu prends les images telles que je te les donne dans ton fichier ressources. Ici, je veux juste te montrer une petite notion si tu souhaites travailler dessus. Donc tu vois ici je viens sélectionner cette image, burger image. Ici si je double-clique dessus, alors c'est pas sur ça, c'est plutôt ici. Donc tu cliques en fait sur l'icône, tu appuies sur OK et il va t'ouvrir cette image, d'accord? Donc en fait cette image, elle dispose d'un style finalement. Quand on travaille aujourd'hui sur les logiciels d'infographie, on travaille un petit peu comme sur les sites web, c'est-à-dire qu'on fait des conteneurs avec des bordures, tu vois, des radius pour qu'on vienne, tu vois, travailler les images et ensuite on les met en arrière-plan. En fait, on fait en gros ce qu'on va faire nous dans le code. Ce que je voulais te montrer tout simplement, c'est qu'à ce niveau-là, tu peux prendre cette image, la mettre en haut de ton document et tu récupères l'image en taille réelle. Alors ici, il n'y avait pas une nécessité absolue de le faire, mais en fait, si tu vois, voilà, si tu viens prendre cette image-là, tu remarques qu'on a sélectionné une zone de l'image, alors que quand je double-clique dessus, et que cette image, encore une fois, tu vois, je la redéplace, tu te rends bien compte qu'en fait, l'image, elle est plus grande. Nous, on va aller récupérer le format, évidemment, qui est plus grand de cette image-là, parce qu'on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va venir l'imbriquer comme ça dans un composant pour pouvoir afficher que la vue qui nous intéresse. Donc si tu as envie de travailler sur Photoshop, voilà, tu peux t'amuser à faire des choses comme ça, si tu veux changer la maquette, etc. Je voulais te montrer comment ça fonctionnait. D'accord? Donc nous, on va pas trop s'embêter, c'est-à-dire qu'ici, on a, ici on a donc un fichier média au niveau de tac tac tac, si je m'y retrouve, fermer ça, je vais fermer ça. On a des médias, on a des images, on va créer un nouveau dossier dans images. Ouais, on va créer un dossier. Alors cette fois, on va pas mettre last product parce qu'on va pas venir centraliser juste les trois fameuses photos. On va plutôt aller chercher un dossier qui s'appellera product au pluriel. Dans ce dossier-là, on mettra toutes les images des produits. Tu vois, faut éviter de trop scinder parce que c'est vrai que si tu as un hero top avec une seule image, background, t'as qu'une image, bon, au bout d'un moment, tu as beaucoup de dossiers pour pas grand-chose. D'accord. Encore une fois, il faut hiérarchiser de manière un peu cohérente. Ça, c'est aussi toi qui vois le truc. Alors, on va récupérer dans notre dossier des ressources ces fameuses images qu'il y a là. J'ai dû les mettre là, moi. Ouais, burger, j'ai mis donc last product. Je les ai appelés 1, 2, 3. D'accord, on va se référencer, on va se repérer dans l'espace comme ça. Donc, je vais prendre ces trois images, tout simplement les basculer dans product. Ok. On est bien, on est pas mal. Alors, est-ce que c'est terminé? Bien sûr que non. Il nous reste des choses à faire. La première chose qu'on va faire, c'est déjà qu'on va les importer dans notre document. Comme ça, on ne se stresse pas, on sait qu'on l'a. Donc ici, on importe. On va mettre... qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre image et puis on va numéroter. Hein, comme ça, on... Alors, c'est pas super opti, mais ça nous permet de travailler dans le contexte de la formation, encore une fois. Donc, on va récupérer ces images dans notre dossier média. Image. Product. Et ici, donc, on a dit que c'était last product-1.jpg. Ok. On va faire un CTRL-C, CTRL-V pour, tu vois, à ce niveau-là, changer juste les numéros, tu vois, c'était pour, voilà. Histoire de gagner un peu de temps qu'on a perdu sur pas mal d'explications au début de cette formation, parce que j'imagine que toi aussi, tu as envie de créer du contenu. Moi, je suis comme ça aussi, hein, j'aime bien quand ça avance, alors on freine quand il y a des choses un peu théoriques, un peu, voilà, ou un exercice, des fois on se lance dans un truc, on prend le temps. Là, on est sur quelque chose de plutôt répétitif, et justement, c'est ce qui permet de revoir en fait pas mal de choses qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, donc ça te permet de réexécuter, tu vas commencer à apprendre des mécaniques si tu les as pas encore.
Ok, donc maintenant on va pouvoir utiliser ces images dans une notion d'image au sein de notre composant. Donc voilà, il va falloir maintenant qu'on réfléchisse sur quel est le meilleur moyen de faire ça, en fait, tout simplement. Donc ici, je vais tout simplement créer, allez, je vais me mettre là, tiens, je vais me mettre là. Je vais faire un premier nœud. Je vais faire un premier nœud, pardon. Je vais indenter un petit peu, aérer, pardon, mon code pour que tu puisses s'y retrouver. Donc ici, on a dit que cette div class, en fait, elle correspond au texte. Donc nous, on va se mettre tout simplement à chaque fois au-dessus. Ok. À chaque fois, on va se mettre au-dessus de cette fameuse classe de texte, de cette fameuse section de texte, pardon. Et on va commencer à mettre notre image. Alors on va déclarer notre image, on va déclarer src pour source. Ici on va ouvrir les accolades pour indiquer en fait un élément variable, puisqu'ici on va faire référence à une image qu'on a importée. Donc cette fois-ci on va mettre image 1 et puis on viendra modifier à la volée les autres. On va continuer pour l'instant, comme ça on rédige le truc. On va indiquer un alt, d'accord. Je rappelle pour mémoire que le format alt te permet de référencer tes images, d'accord? Ça permet de positionner tes clients sur les moteurs de recherche, c'est important de le faire. La balise alt, c'est simple, il suffit de décrire, d'accord? Donc ça ne sert pas qu'aux moteurs de recherche, ça sert aussi aux personnes non-voyantes. Donc tu optimises de ce fait, je ne sais plus comment on appelle ça, mais l'accessibilité en fait de ton site web. Tu sais, plus tu as des bonnes pratiques et des pratiques de référencement, mieux c'est, parce que c'est intéressant pour tout le monde. Et du coup, une personne non-voyante ou des personnes en handicap peuvent comprendre ce qu'il y a sur cette image, tu vois. Et si tu indiques, par exemple, burger, je me rappelle plus le nom de l'app, c'est ouf, Burger House, bah en fait ça parle pas, tu vois, ça parle pas à la personne. Alors que si tu mets quelque chose comme, tu vois, on va mettre, allez, un délicieux, hop, un délicieux, attends, il y a un X. Un délicieux hamburger, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, exposé, tiens, exposé sur une pièce de bois. Il faut se mettre à la peau dans la peau de quelqu'un qui arrive pas à voir l'image en fait. Tu mets un délicieux hamburger exposé sur une pièce de bois. Je crois que la deuxième, il y avait 2 hamburgers, donc ici on va juste mettre, tu vois, 2. On va faire une variante histoire de vraiment ici, c'est juste pour voilà, sur une pièce de bois. Ici, il n'y en a qu'un. Allez, on va laisser comme ça. Tu as compris, l'idée, c'est de se prendre un petit peu la tête à décrire. Pour le coup, là, on décrit vraiment les 3 mêmes images, donc c'est un peu compliqué. Ok, donc là, on vient d'intégrer notre image. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ce qui se passe au niveau du projet. Alors, au niveau du projet, déjà, va falloir qu'on renomme pour avoir les 3 images différentes, mais ce qui nous saute aux yeux évidemment, c'est que l'image elle n'est pas intégrée dans notre composant, en tout cas dans ce background ici, tu vois, dans ce nœud, elle est plutôt juxtaposée au même titre que les éléments, bien sûr, puisqu'un élément image, c'est au même titre qu'une div, c'est un élément. Donc ici pour l'instant on n'a rien positionné. Nous on va venir positionner ces éléments pour qu'en fait ça corresponde à un background. Alors la question que tu as envie peut-être de me poser, c'est mais pourquoi on n'a pas fait un background comme on a fait sur le hero top, puisqu'on l'a déjà vu premièrement? Eh bien c'est tout simple, l'idée ici c'est de conserver un format d'image puisque c'est une image, d'accord? On va pas le mettre en background alors que c'est une image. Ici c'est pas esthétique dans le sens strict du terme. Là, ici, on est sur quelque chose d'esthétique, on met ça sur un background, c'est des formes géométriques, on aurait pu mettre une photo, mais en guise de background, pas de problème. Ici, on informe une image, c'est-à-dire qu'on a besoin quand même que Google comprenne dans notre projet qu'il y a une image, et puis puisse la référencer, etc. Voilà, d'accord? Donc on va travailler ça, mais cette fois-ci avec une image. Et bien allez, c'est parti. Alors, on va revenir dans le code. Déjà, on va commencer par indiquer qu'ici c'est l'image 2, et qu'ici c'est l'image 3, d'accord? Permet d'avoir déjà travaillé sur les bonnes images, quoi. Alors, on le sait, pour positionner une image, on a travaillé déjà dessus, on utilise la position absolute, donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc je vais récupérer, tu vois, les 3 images, je vais me mettre ici, donc pour rappel c'est Alt, et puis tu cliques au bon endroit. Je vais faire un espace sur Windows. Je vais faire un espace, et puis ici je vais déjà commencer par indiquer class name, parce qu'ici il va falloir qu'on travaille des classes pour les images. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va définir une position absolue.
excuse-moi, on va définir une position absolue, CTRL S. Ici, ça me permet, tu vois, d'avoir quelque chose déjà qui correspond plus à ce que je recherche. Alors évidemment, c'est tout pété, mais ici, on est venu se mettre en absolu, c'est-à-dire que le texte qu'il y avait en bas est plus juxtaposé. Bon, en l'occurrence, là, il est en dessous, mais on l'a vu avec les index, etc. de cette image, donc t'es pas surpris normalement. Ici, on est en position absolue. Le seul problème qu'on a, c'est que tu vois, on est positionné en absolu par rapport à ce niveau-là, et nous, on aimerait être plutôt sur le bord. Donc, on va définir un top 0 et un left 0. Okay, pour passer contre la marge qu'on a indiquée, donc contre ce padding. Évidemment, on va avoir un autre problème, mais on va le voir plus tard. Ici, on va indiquer donc un top 0 et un left 0. Si tu te rappelles, si tu ne définis pas une valeur relative, il va aller se positionner à l'élément qui est positionné le plus haut, en l'occurrence le corps de la page. Donc tu vois, il est venu se mettre au niveau top et left de notre body. Nous, c'est pas ce qu'on recherche, mais pour éviter ça, on va indiquer, et donc là, on va utiliser la référence de la couleur à ce niveau-là. On va tout simplement, ici, définir une valeur relative. De cette manière, chaque image qui est installée dans ce nœud va faire référence à ce nœud-là et pas au corps de la page. Ici, je vais faire un CTRL S et je me rends bien compte que ça a fonctionné. Ici, je suis bien sur un top left. Ok ? Écoute, on avance petit à petit, mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Alors, on continue. Je vais faire une chose qui me semble utile à ce niveau-là, c'est que je vais me mettre en fait en background primary. D'accord ? Parce que c'est vrai qu'on utilisait des couleurs un peu basiques. Mais comme ici, on va finir par plus l'avoir cette couleur, on va le faire maintenant. On va se mettre sur un background primary. Donc pour rappel, c'est le jaune primaire de notre application. C'est le code couleur qu'on utilise. De cette manière, en fait, quand l'image ne sera pas chargée, on aura un jaune qui correspondra à ça. Et ça ne choquera pas l'utilisateur, ça sera même plutôt joli. Alors le problème qu'on a, c'est que cette image en fait elle est mise un peu n'importe comment dans notre environnement. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une valeur en termes de largeur et de hauteur. En l'occurrence, on n'a pas besoin concernant la largeur parce que l'image prend bien l'espace. Mais on va le définir parce que si on part du principe que l'image était plus petite, on verrait aussi là à ce niveau-là des problèmes. Donc on va faire un weightful et un heightful pour que ça prenne uniquement tu vois, le corps de son container, d'accord, donc de la partie qu'on a indiquée en jaune primary. Ok, jaune primaire. Bon, ici rien de très particulier en fait. On va simplement définir un weightful et un heightful. Voilà. Et là, on va constater donc un premier problème qui va nous choquer, c'est que les images sont étirées et du coup redimensionnées, enfin écrasées en fait clairement, et du coup elles comportent bien leur environnement, en tout cas celui qu'on leur a proposé depuis le début, mais par contre on a un affichage qui est vraiment dégueulasse. Et pour ça, on a une classe chez Tailwind qui fonctionne très bien. Donc je te montre ça tout de suite. On va se rendre dans cette fameuse documentation et on va chercher Object Cover. Alors ça, encore une fois, Object Fit, tu connais si tu travailles un petit peu le CSS. Donc c'est encore une fois la propriété CSS qui nous permet de faire la même chose dans Tailwind. Ici, on va utiliser Object Cover pour se mettre, pour ne pas avoir de redimensionnement. C'est-à-dire qu'on va plutôt cutter les parties qui nous intéressent pas, mais on ne va pas les redimensionner. Donc on va indiquer Object Cover à notre classe. Donc encore une fois, je suis sur la documentation pour te montrer qu'il y a plusieurs choses aussi qui existent. Viens voir, viens jeter un œil un petit peu pour en savoir plus. Donc moi je vais indiquer à mon image, donc tu vois on est toujours sélectionné, je vais indiquer Object, d'accord, Cover ici, ok. CTRL S, on va déjà voir un petit peu la différence qu'on obtient. La différence qu'on obtient, c'est que déjà, tu vois, on a quelque chose qui n'est plus redimensionné. Alors, tu ne le vois pas nécessairement si tu n'as pas l'habitude, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que notre image, à ce niveau-là, en fait, elle continue plus haut, d'accord? Elle continue sur les côtés. Elle vient là, en fait, s'accorder au moule, tout simplement. Et c'est la même chose qu'on a fait sur le logiciel. C'est-à-dire qu'on a utilisé un moule et on est venu se calpiner dessus. Mais en fait, à ce niveau-là, ton image, elle est plus grande. C'est juste qu'en fait, on ne l'affiche pas. On l'affiche en fonction du moule.
Alors le deuxième problème qu'on voit, en fait il y en a trois. Le deuxième qu'on va avoir, c'est que ici du coup le rounded il n'est pas pris en compte parce que notre image elle est en position absolue, donc il va falloir qu'on lui indique un rounded. Et puis la chose la plus problématique, c'est qu'en fait notre texte est dessous. Alors ça c'est pas très grave parce qu'on a travaillé dessus et on sait exactement qu'on peut tricher avec les index, enfin tricher pas du tout, on peut travailler avec les index pour afficher des éléments plus ou moins hauts dans le code. Dans le sens de la profondeur, d'accord, l'axe des Z, hein, pour ceux qui savent de quoi je parle. Alors, à ce niveau-là, ben, du coup, comme on est sur un positionnement absolu, déjà, on va commencer par définir un Z0. D'accord? On va définir ça. Ici, ça ne change pas grand-chose, parce qu'il va falloir qu'on prenne notre texte et qu'on le balance sur un Z, mettons 10, donc c'est le Z le plus proche dans Tailwind, je crois que tu peux aller jusqu'à 60, on va vérifier ça. Donc on va se prendre la fameuse classe, le fameux nœud qui englobe à chaque fois notre texte, qui pour l'instant est vide, d'accord, que j'avais réservé pour ça. Ici, on va lui indiquer un Z-index de 10. Alors on sait que ça ne fonctionne pas ça, mais est-ce que tu te rappelles pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas parce que tu ne peux pas donner une valeur d'index à quelque chose qui n'est pas positionné. Est-ce qu'on peut le voir comme ça? On peut faire un aparté un petit peu quand même. Ici, je vais prendre cet élément-là, je vois que j'ai la div, ici je vois que j'ai cette div qui est derrière, donc tu vois ici qui représente notre texte, on voit qu'elle a bien associé la classe Z10, et ici je vois que Z10, tu vois, ici il est grisé, il y a un petit point, donc ça te permet de le voir. Donc pour rappel, c'est CTRL-SHIFT, attends, excuse-moi, mais je le fais tellement de manière automatisée, ouais, c'est CTRL-SHIFT-I. Pour ouvrir cette console, donc encore une fois tu viens dans l'inspecteur, donc l'idée c'était ça, hop on recommence. On vient sélectionner donc cette fameuse classe qu'on vient de créer, on voit que le Z-index n'agit pas, et donc il t'informe, Z-index n'a aucun effet sur cet élément car il ne s'agit pas d'un élément positionné. Essayez plutôt de définir sa propriété position avec une valeur différente de statique, parce que par défaut en fait tu es sur un positionnement statique. Donc ici je vais mettre position, d'accord, donc ça c'est en CSS en fait, hein, d'accord, position, et ici tu as absolute. Ta fixe, tu vois, tu peux faire des choses. Nous ici, ce qu'on va aller chercher, c'est relative. Alors ça va un peu vite, hein, mais le fait de mettre en relatif fait que ça y est, il prend en compte ton index. D'ailleurs, tu vois qu'il a été, la syntaxe colorimétrique a été validée. Donc tu vois, je l'enlève, hop, ok. Voilà pourquoi tu peux pas faire ça. Donc il faut surtout pas oublier quand tu travailles ce genre de choses, de donner un positionnement. Ici on est sur une formation React et je te donne des cours de CSS. J'espère que ça te dérange pas si tu connais tout ça. En tout cas si tu connais pas, bah, j'espère que ça t'arrange parce que c'est l'objectif bien sûr. Alors ici on va se mettre en relative, Z10. Et voilà, on se retrouve avec ça. Donc on a dit qu'on allait chercher un petit rounded ici à ce niveau-là. Tac tac tac, donc ici on va le définir sur nos images, d'accord, donc on va essayer d'être un peu plus logique, bah, c'est quelque chose qu'on peut mettre là, tiens, c'est une information un peu secondaire ça. Rounded, et donc on avait dit qu'on était sur du rounded MD comme le background, donc on va faire la même chose et ça va nous permettre d'avoir cet élément là. Donc tu vois qu'ici on a terminé notre module avec brio, avec succès, on est vraiment dans une bonne dynamique maintenant. Donc tu vois qu'ici on a du texte qui est capturable, voilà des choses qui sont intégrées, donc comprises par les moteurs de recherche. On aurait très bien pu l'écrire sur la photo et mettre la photo, mais nous ici on est là pour coder bien entendu. Et quand on fait ce genre de choses, il faut mettre, comme ici, le maximum d'éléments en valeur pour qu'il y ait du contenu au niveau du référencement. C'est vraiment la base, ça. Alors maintenant qu'on a fait ça, on peut on peut travailler deux trois petits exercices juste pour se marrer, se peaufiner un peu. Si ça t'intéresse pas, tu peux passer à la vidéo suivante. Si ça t'intéresse, bah écoute, reste avec moi, on va prendre 10 minutes histoire d'expliquer un concept. Je te dis tout ça parce que je vois qu'on est à 1 heure de vidéo, j'essaie de faire des vidéos d'1 heure. Là pour le coup on va dépasser un petit peu, mais pour la bonne cause. Alors, il y a plusieurs problèmes que tu vas rencontrer quand tu fais ce genre de truc, c'est-à-dire quand tu mets du texte sur des images, c'est que selon l'image, en fait, tu risques d'avoir des problèmes. Ici, clairement, on n'en a pas parce que les images sont sélectionnées dans le graphisme, dans le design, mais si par exemple tu confies la possibilité à ton client d'ajouter ses propres images, ses propres textes dans une base de données, que toi tu les récupères pour les afficher sur ta landing page, et si tu m'as suivi dans le but qu'il puisse ajouter des nouveaux produits quand il en sort, parce que ce que tu vas retrouver comme problème, c'est que si le mec il te met une photo de burger dans la neige, t'es mort.
ton texte il est blanc sur blanc, t'es foutu. Donc l'idée en fait c'est de pouvoir pallier à ça. Et je vais te montrer des petits tips pour le faire. Alors, la première chose, on va retourner dans notre code à ce niveau-là. On va venir au niveau de l'image, on va le faire juste pour une. On va se mettre juste au-dessus de cette image. On va créer une div, d'accord, qu'on va effacer. Hein. Ici, c'est vraiment dans le cadre de la formation. C'est un exercice un peu pratique qui te montre, qui va t'éveiller sur d'autres choses. Donc ici, on continue notre div ici, d'accord, comme d'habitude. Donc c'est une div qui n'aura aucun contenu, d'accord. Je vais juste faire du style ici. Donc on va indiquer à cette div, parce que on a compris comment ça fonctionnait, qu'elle était en position absolue, parce qu'en fait on va reproduire exactement la même chose que l'image, d'accord. Donc ici on va mettre absolute, on va lui donner un Z de 10, ça c'est juste pour passer au-dessus de cette image qui est en index 0, c'est pour qu'on la voit, d'accord. Donc Z10, ici on va indiquer un top 0, oups, on va indiquer un left 0 également, bon ici c'est vraiment pour avancer. On va indiquer un rounded, d'accord, pareil, rounded MD, donc on est en train de reproduire grosso modo notre image, mais avec une div. On a besoin d'indiquer donc une valeur ici en position absolue de widthful et de heightful pour qu'elle prenne tout l'espace qui est défini, et on va lui mettre un background par exemple black. Allez. Ok. Si tu as compris ce qu'on est en train de faire, on est en train de recouvrir notre image, en tout cas tout notre contenu, par une nouvelle div qui comporte une couleur. D'accord? Alors, je sais pas pourquoi il me fait ça, il n'a pas compilé. Ah si, ça y est. Alors, ici, je me retrouve donc avec un background black qui vient recouvrir en fait mon image. D'accord? Donc, l'idée ici, eh ben, c'est de jouer avec la variable, enfin la valeur d'opacity. Ici qu'on peut mettre, je sais pas moi, à 40 par exemple, pour qu'on voit un petit peu la différence, pour en fait intégrer, tu vois, une couleur à ton image, pour essayer de la désaturer et faire ressortir ton texte. Typiquement, si tu étais sur une image blanche derrière, bah, tu aurais une valeur un peu grise qui te permettrait en fait idéalement de faire ressortir ton texte. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Ensuite, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut regarder ici parce que on peut aller un petit peu plus loin au niveau des couleurs. Avec Tailwind, tu as la possibilité aussi de faire des dégradés, d'accord? Alors là aussi, c'est extrêmement simple. Tu utilises la propriété background gradient to et une direction. Donc en gros, tu dis to right pour to R. Donc background gradient to right from. Et donc là, tu pars sur les couleurs from yellow 400, donc tu démarres avec yellow 400, via, donc par red 500, to vers pink 500. Et donc en définissant 3 couleurs, comme ça, tu arrives à avoir un dégradé. Bah tiens, on va prendre ça pour l'essai. Donc si tu prends cette valeur et que tu la remplaces par ton background black, ici en fait tu arrives à faire un dégradé, et du coup en gérant l'opacité tu mets une valeur qui vient s'incruster en fait sur ton image, tu vois, en la rendant plus ou moins transparente. Donc au niveau de l'opacity, ici tu as encore une fois pas mal de data et tu peux en plus les peaufiner comme je te l'ai montré. Ici tu vois 90, 95, 100, si tu mets 95 tu es sur quelque chose qui est presque pas opaque, d'accord, donc on discerne plus l'image. Et puis si tu descends comme ça aux alentours de 30, peut-être 35, tu es sur quelque chose qui est de plus en plus opaque. Voilà, et donc ça te permet comme ça, alors non seulement d'ajouter un super bel effet de style, encore faut-il travailler les couleurs parce qu'ici c'est pas nécessairement super joli, mais ça te permet de, voilà, de faire des choses comme ça, et en plus de ça, ça te permet de te démarquer. Donc voilà, je voulais t'en parler dans cette vidéo pour que tu puisses aussi adapter le projet si tu souhaites mettre d'autres images, que tu sois pas perdu en te disant bah, merde, avec moi ça fonctionne pas. C'est normal, ouais, c'est en fonction de l'image. Moi, quand c'est des trucs comme ça, j'aime bien les animer aussi. Alors, tu vois, je t'ai montré tout à l'heure une façon d'animer juste un petit peu comme ça au survol
la couleur pour que ce soit pas trop franc. Bah pareil, à ce même titre que ça, en CSS, tu peux bosser des trucs, tu peux créer une classe animée, et par exemple, tu peux décaler ton texte et puis le faire descendre, ou faire un zoom sur ton image et puis la faire tourner, ou tu vois, des choses comme ça, ou la mettre en gris, comment dire, en noir et blanc plutôt, excuse-moi, au moment du survol, et bon, en général, tu fais ça quand c'est cliquable, mais voilà, ça te permet de faire des effets qui sont quand même assez sympas. Ok pour ça. Écoute, je vais commenter cette ligne. En fait, non, je vais la supprimer. Si on ne va pas l'utiliser en tout cas. Voilà, ce qui est bien pris en compte. Voilà, donc nous, on est là. On peut voir une dernière petite valeur, c'est-à-dire qu'au moment où on demande un object cover à ce niveau-là, par défaut, on indique... alors là, par contre, j'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est Object aussi qui fait référence à ça. C'est Object Center, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ici, tu vois, par défaut, on est en Object Center. C'est-à-dire, si je le mets, ici, c'est transparent pour toi, il ne s'est rien passé. Par contre, si je demande une notion de Object, par exemple, Left, comme si, tu vois, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, alors là, ça va pas être visible, il va falloir que je fasse autre chose. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, l'image, elle existe toujours sur les bords de l'écran, d'accord? Sauf qu'on vient capturer que sur la zone qu'on lui a demandé. De cette manière, on va pouvoir la bouger et afficher la zone qu'on a envie de cibler. Alors ici ça marche pas bien parce qu'en fait on a sélectionné des images qui à proprement parler étaient supposées s'intégrer dans des composants comme ça de cette taille là, donc ça fonctionne pas super, mais on peut tricher ici dans notre exercice pour te montrer un petit peu la différence. Alors comment on va tricher? En fait on va tout simplement demander à notre contenu d'image ici, alors je vais le faire que, si on peut le faire sur toutes, comme ça c'est plus parlant. Ici, à ce niveau-là, plutôt que de lui donner une valeur de 100%, on va venir lui donner, je sais pas, une valeur de 1 sur 4, par exemple. Un quart, tu vois. Comme ça, on a une valeur qui est plus petite, d'accord? Donc ici, on est aligné sur le bord gauche de l'image. Ici, je vais faire ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà ton image à la base, c'est celle-là. Et nous, en fait, on est en train d'afficher que cette zone-là à gauche. C'est la raison pour laquelle on ne voit plus le produit. Tu vois, on voit un petit bout du produit ici. Donc en fait, parce que notre div, voilà. Là, ici, on est aligné à gauche. Mais sur un alignement, tu peux avoir envie de te centrer. Et donc, il suffit pour ça d'indiquer tout simplement la valeur. Ici, Object Left. Il suffit simplement d'aller chercher la valeur Center. Si tu viens chercher la valeur Center, à ce niveau-là, tu viens recentrer l'élément sur la partie. Alors là, en l'occurrence, on ne le voit pas bien, mais en fait, ça, c'est pas de notre faute. Nous, on est centré par rapport à ce qu'on prend dans l'image. Donc, d'accord, il va venir prendre le centre de l'image, et c'est ce qui va t'afficher ici. Donc voilà, tu as cette propriété si tu souhaites travailler sur tes alignements. Je tenais à t'en parler parce que ici, on l'a pas nécessairement fait, parce qu'on n'avait pas besoin, mais tu risques d'avoir besoin si tu utilises d'autres images dans tes projets. Donc ici, alors, déjà, je l'ai enlevé parce que la valeur par défaut d'un object cover, c'est en center, mais ici, je vais surtout me remettre en weightful. Voilà, et écoute, on a designé notre module. À présent, on va passer à la suite et on va pouvoir voir un petit peu comment créer ce composant. Donc pareil, ça fera l'objet d'une seule vidéo. Ici, on ira relativement vite pour fabriquer ça. Donc je te propose de passer du coup à la suite, sans plus attendre. Allez, à tout de suite.